Ce soir, je supplée notre président Didier Carré qui a eu un problème de dernière minute, donc il s'excuse auprès de vous de ne pas être là. Donc, je vais faire l'introduction courte. Tout d'abord en vous remerciant d'être venu. On est reparti sur le présentiel, c'est une bonne chose. Au niveau du G9+, on a recommencé le présentiel au mois de septembre, donc avec quelques succès. Et donc on va continuer, puisque ce soir, je pense qu'on est, mis à part les personnes qui ne viendront pas, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des taux de no-show dans ce genre de conférence, je pense qu'on a atteint un niveau de participation qui est un peu supérieur à ce qu'on pensait. Donc c'est bien, ça montre que le sujet est plutôt bien choisi. Alors ce soir, donc, cette conférence fait partie des conférences que nous co-organisons avec nos mécènes. Vous savez que G9+ fonctionne avec quelques mécènes. Vous avez ici la liste pour 2021, avec une certaine diversité, comme vous le voyez, des grands, des moins grands, des petits, des Français, des non-Français. Et donc ce soir, l'organisation se fait avec le groupe Inetom, ci-devant GFI Informatique, qui est partenaire avec nous depuis déjà plusieurs années. Et pour peut-être certains d'entre vous se souviennent que l'année dernière, en distanciel, nous avions eu le plaisir d'accueillir à l'initiative d'Inetom les résultats de la première enquête sur ce que Inetom appelle le digital flow dans les entreprises. Et donc cette année, on a la chance d'avoir la deuxième enquête. Et donc l'Institut CSA qui fait ces enquêtes depuis l'année dernière va pouvoir vous présenter dans un instant les résultats de l'enquête qui s'est déroulée au début de l'automne. Voilà, donc je voulais également remercier au nom du G9+, les entreprises qui nous soutiennent, donc bien sûr Inetom ce soir, mais aussi celles dont vous avez les noms devant vous. Pour ceux qui connaissent le G9+, je ne vais pas faire un grand baratin, vous savez que nous sommes une fédération d'une vingtaine d'associations d'alumni disposant d'un groupe numérique ou digital. Toutes les grandes écoles, toutes les associations d'anciennes grandes écoles sont là, depuis les écoles d'ingénieurs, donc l'IX, Centrale Supélec, etc., et les écoles de management, HEC, ESSEC, Sciences Po, etc. Donc, après une année compliquée, très compliquée même, puisqu'il y a eu un grand vide dans nos organisations entre avril 2020 et septembre, finalement 2021, avec quand même pas mal d'activités distancielles au cours de l'automne et de l'hiver de 2020. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous reprenons nos actions présentielles, et donc dont celle de ce soir. Voilà donc pour cette introduction. Alors pour le programme de ce soir, donc nous avons d'une part le plaisir d'accueillir comme animateur notre ami, on peut dire ça comme ça, Frédéric Simotel de BFM Business, qui nous fait l'amitié chaque année de venir animer au moins une ou deux de nos conférences. Et puis, il y aura ensuite une présentation de l'Institut CSA, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de cette enquête, et ensuite une table ronde qui réunira quelques experts de ces sujets. Je voulais également vous signaler, ce sera mon dernier mot, que d'une part, sur notre site, vous pouvez toujours retrouver nos œuvres, des livres blancs, des livres tout courts, même un livre vert, comme vous le voyez au milieu. Donc c'est des livres que nous avons publiés ces dernières années, le dernier étant celui de gauche qui date de l'année dernière. Et puis d'autre part, on vous annonce une conférence importante le 13 décembre, les années 20, années folles du numérique. Alors il y a un petit jeu de mots, un petit jeu de mots peut-être pas très
Enfin bon, un petit jeu de mots, on va dire ça comme ça, donc entre les années folles des années 20, 20e siècle, et puis les années 20 du 21e siècle, est-ce que ce seront à nouveau des années folles du numérique cette fois-ci? On va en parler, on est en train de construire cette conférence, elle est pratiquement construite d'ailleurs, autour d'un certain nombre de personnalités de l'industrie, des usages. Et je pense que vous pourrez d'ores et déjà, pour beaucoup d'entre vous, j'espère, noter cette conférence qui va être un des temps forts du G9 en 2021. Voilà, maintenant, bon, je vais donc céder la parole à Frédéric, qui va vous présenter toute cette soirée. Bonsoir, merci de m'accueillir pour animer cette soirée. Donc dans un instant, je vais accueillir, on essaie d'être assez interactif dans cette soirée, donc on laissera de la place à vos questions aussi. Alors bien entendu, il y aura le cocktail après, mais si vous voulez intervenir pendant les questions, soit sur la partie études, soit sur la partie des réflexions que nous aurons avec nos experts qui nous rejoindront ici dans quelques instants. Donc on va démarrer tout de suite. Alors c'est comme l'a dit Jean-François, Inetum s'est associé, qui est l'un des mécènes de G9+, s'est associé à cette étude. Donc c'est la 2e édition. 2 points majeurs sur lesquels Anne-Laure va nous parler dans un instant. L'un sur toute une partie accélération numérique. Alors oui, c'est vraiment l'accélération numérique, mais peut-être regarder un peu quels sont les différents focus. Est-ce que tout le monde a accéléré pareil? Est-ce que les dirigeants, leurs collaborateurs, est-ce que tout le monde avance à la même vitesse? Et puis on aura une deuxième partie dans cette étude qui est assez intéressante aussi. On en parle tous, on est en pleine COP26. Alors c'est vrai que le numérique n'est pas tellement présent dans la COP26. Alors, c'est surtout les États qui en débattent. Et pourtant, il y a de gros efforts à faire. Alors le numérique peut aider bien sûr à cette transition écologique, transition énergétique, avec de la data, toujours autour de ça, de l'intelligence artificielle. Mais il en consomme aussi, donc vous allez voir, on va en parler et voir un peu ce qu'en pensent les dirigeants d'entreprise. Donc dans le déroulé, Anne-Laure va nous présenter son étude pendant un petit quart d'heure. Ensuite, on enchaînera avec nos 3 invités, Norman Odara d'Inetum, Henri Jouin d'Eolan et Thierry Peigné du CXP Technology Group qui me rejoindront ici. Anne-Laure restera bien entendu avec nous pour répondre à vos questions. Et puis on jouera cet effet interactif. Voilà, on essaie de... Allez, dans 1 heure, on sera tous au fond, Jean-François, pour discuter de tout ça. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour tous ces débats. Mais tout de suite, je cède la parole à Anne-Laure Marchal, qui est directrice du pôle Society de l'Institut CSA, donc pour la 2e édition de cette étude Digital Flow. Bonsoir, je suis ravie de vous présenter les principaux, les grands enseignements de cette édition 2021 de l'Observatoire du Digital Flow que l'on a réalisé à l'Institut CSA pour Inetum. Tout d'abord, le grand enseignement, c'est qu'il y a en effet une accélération encore cette année de 2020 à 2021 de la digitalisation. Alors, tout d'abord, un petit retour méthodologique. Rapidement, donc on a interrogé 2 échantillons. Le premier, c'est un échantillon d'actifs en poste, 1003 personnes, un échantillon bien sûr national représentatif. Et puis, parallèlement, un échantillon de dirigeants d'entreprises et de DSI au sein d'entreprises du secteur privé et de 10 salariés et plus. L'idée, c'est bien sûr d'avoir une analyse en regard croisé de l'état d'avancement des entreprises, où on en est, et puis également bien sûr des perceptions des différents acteurs de l'entreprise, à la fois dirigeants d'entreprise et puis actifs occupés. Je le disais, une accélération. En effet, on a, dans un contexte d'explosion, de pérennisation du télétravail, entre l'enquête de 2020 et l'enquête de 2021, on a eu quand même 2 confinements, on a eu énormément des mois et des mois de restrictions sanitaires et d'adaptation, bien sûr, des entreprises à cette nouvelle réalité. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 81% des dirigeants d'entreprise ont mis en place déjà un plan de digitalisation. Pour rappel, en 2021, 68% l'avaient fait. Quand on leur demandait, en 2020, quand on leur demandait est-ce que vous avez mis en place un plan de digitalisation, la réponse était oui pour 68% des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, c'est 81% des dirigeants qui nous disent l'avoir fait. Alors avec quelques disparités, somme toute quand même assez mineures en fonction, bien sûr, de la taille d'entreprise. Et ici, ça va être toujours en fait le premier facteur qui va ici primer dans les différences que l'on peut observer.
L'ensemble des entreprises, c'est bien simple, 100%, des entreprises, des ETI et des grandes entreprises, donc 250 salariés et plus, nous disent aujourd'hui avoir mis déjà en place un, voire plusieurs plans de digitalisation. C'est le cas pour 88% au sein des structures moyennes, 50 à 249. C'est quand même, vous voyez déjà également une proportion qui est extrêmement large. Et puis 80% au sein des plus petites structures, c'est-à-dire de 10 à 49 salariés. C'est-à-dire que quel que soit finalement au sein des entreprises de 10 et plus, quelle que soit la taille de l'entreprise considérée, on a aujourd'hui quand même une transition, une digitalisation qui est largement en place. Alors du côté des actifs maintenant, donc on est toujours sur les actifs en poste. Du côté des actifs, le constat est le même. En effet, la digitalisation aujourd'hui, c'est clairement un acquis pour les actifs. Ils sont très largement familiers de ce concept. Au total, c'est 78% des actifs occupés qui nous disent aujourd'hui voir bien ce dont on leur parle quand on leur parle de digitalisation. Et c'est même près d'un tiers, 31%, qui nous disent très bien voir ce dont il s'agit. Donc pour qui le terme de digitalisation n'a finalement assez peu de mystère. Ce qui est très important ici, c'est aussi l'évolution par rapport à 2020. On voit que sur la proportion des actifs occupés qui nous disent tout à fait bien voir ce dont on leur parle quand on leur parle de digitalisation, c'est en évolution de 8 points. Clairement, 8 points sur un an. C'est surtout sur des questions de notoriété, de familiarité. Ici, c'est vraiment une évolution qui est particulièrement sensible. On a donc une familiarité qui se solidifie très clairement. Ce qui est bien sûr à mettre en lien avec des pratiques aussi, des outils digitaux dans son quotidien professionnel qui sont aujourd'hui largement répandus et qui font partie du quotidien de nos actifs occupés français. C'est 78% également des actifs occupés qui nous disent utiliser au quotidien, donc là c'est quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, etc., 78% nous disent utiliser au quotidien des outils digitaux dans le cadre professionnel. Un autre chiffre qui nous a particulièrement marqué, en 2020, finalement, le secteur du commerce semblait un peu à la traîne par rapport aux autres secteurs sur la question de la digitalisation. Cette année, clairement, on a des résultats qui sont finalement plus en ligne. Le commerce continue au sein, là on est toujours sur les actifs occupés, donc auprès des actifs, on a une familiarité au sein du secteur du commerce un peu moindre, légèrement moindre. Néanmoins, on est quand même plus en ligne avec les autres secteurs et notamment avec le secteur des services ou le secteur de la construction, au sein desquels les actifs, à plus de 80% aujourd'hui, donc sont tout à fait familiers avec, encore une fois, ce concept-là de la transformation digitale. Alors, la digitalisation, oui, mais quel bilan et quelles attentes ? On voit que finalement, actifs et dirigeants, et ça va être un peu en filigrane dans toute l'étude, bien sûr qu'ils peuvent avoir des points de vue parfois, ou un prisme en fait, qui peut être un peu spécifique, mais globalement, les constats aujourd'hui sont très largement partagés. Et c'est le cas notamment sur les bénéfices business de la digitalisation, qui sont clairs et qui sont très larges, à la fois pour les dirigeants d'entreprise, et là, le constat est quand même très clair, 78% des dirigeants d'entreprise nous disent que la digitalisation a permis au sein de leur entreprise, de manière très factuelle, de mieux répondre aux attentes de leurs clients, mais c'est également le cas pour 67% des actifs occupés qui partagent également ce sentiment. Dans le détail, on voit que la réponse, une meilleure réponse aux attentes des clients, c'est le bénéfice numéro 1 qui est aujourd'hui cité par les dirigeants d'entreprise lorsqu'on leur parle de la digitalisation et de ce que la transformation digitale a pu changer pour eux dans leur entreprise. Et c'est le premier bénéfice qui prime assez nettement sur les autres, qui est suivi néanmoins par des bénéfices sur la performance aussi des salariés, la performance du travail bien sûr. On y reviendra, une autonomie renforcée dans le travail, des méthodes plus collaboratives et une amélioration également des conditions de travail de manière générale. Du côté des actifs occupés, je le disais, finalement les constats sont assez similaires. C'est le deuxième bénéfice qui est cité par les actifs occupés. Alors je dis le deuxième, c'est vraiment aux côtés de l'autonomie plus grande qui est la leur grâce à la transformation digitale. 68% acquiescent au fait que
ils peuvent bénéficier d'une plus grande autonomie grâce au digital. 67% de mieux répondre aux clients. Vous voyez qu'on est quand même au même niveau ici. Donc des bénéfices business très clairement et très largement partagés, quels que soient les acteurs de l'entreprise. Mais la digitalisation, c'est également des bénéfices qui sont ressentis très clairement en termes de performance business et de performance managériale. À gauche, ce sont ici les réponses des dirigeants d'entreprise quand on leur demande, encore une fois, quels sont les principaux bénéfices des solutions ou des outils digitaux que vous avez intégrés au sein de votre entreprise. Et on voit que le bénéfice premier tourne autour, encore une fois, des clients, de la réponse à un client et ici plus spécifiquement de l'optimisation de la relation client. 45% nous mentionnent ce bénéfice-là. La communication également, en externe, 27%, un peu plus d'un quart des dirigeants nous mentionnent ce bénéfice comme étant l'un des bénéfices premiers pour eux qu'a apporté la digitalisation dans leur entreprise. Et puis, 24% nous mentionnent plutôt le fait de gérer plus efficacement les chaînes de production et la logistique. Donc pour les dirigeants d'entreprise, le prisme est avant tout business et le digital représente un véritable levier business. Ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas pour autant source de bénéfices en termes managériaux, puisque le renforcement du travail collaboratif, l'amélioration des conditions de travail pour les salariés sont également mentionnés en second plan, respectivement, on a 20% et 17% de citations, mais vous voyez, ça vient juste après ces bénéfices business. Du côté des actifs, quand on leur demande justement également, même question, ce que la digitalisation a permis, est-ce que ça a permis pour les actifs de gagner en autonomie? Oui, et c'est un grand oui, 68%, c'est très large. D'améliorer leurs conditions de travail? La réponse est la même, oui, 65%. Et de favoriser la collaboration, également, 64%. Donc on est à près des 2/3 des actifs occupés qui nous disent avoir vu les bienfaits de la digitalisation au vu de ces éléments-là. Bien sûr, ils ont pu en plus l'expérimenter. Cette proportion de 2/3 environ, elle est quand même très large, elle est massive et elle répond aussi à une réalité qu'ils ont en fait expérimentée pour nombre d'entre eux, pas pour tous, mais pour nombre d'entre eux, durant l'année 2020-2021, cette fameuse année. Et puis, donc les actifs, en effet, s'accordent sur le fait que le digital est un levier de performance individuel, collectif au travail, et puis c'est avant tout en fait sur ces éléments que vont insister les actifs, c'est-à-dire que leur prisme passe d'abord par la performance managériale, sans pour autant, on l'a vu juste avant, oublier également, bien entendu, les bénéfices business que représente le digital pour leur entreprise. Mais le fait qu'ils voient avant tout les choses à l'aune de la performance au travail montre aussi, et ça témoigne en filigrane, des attentes qu'ils ont en matière de digital pour améliorer leur travail et des attentes fortes en la matière qu'on voit ici également. Alors maintenant, pour l'avenir, comment faire en fait pour favoriser encore cette digitalisation au sein des entreprises? Il y a un chiffre ici qui nous a beaucoup intéressés. 54% des dirigeants d'entreprise nous disent que le partage de la vision et des enjeux de la digitalisation favorise ce process au sein des entreprises. C'est une majorité. C'est une majorité qui était bien plus forte en fait l'année dernière. On était à plus 15, on est plutôt à moins 15 cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que ça nous dit ? Finalement, ça nous dit que les enjeux aujourd'hui, la vision de la digitalisation, les enjeux de la digitalisation, ils semblent aujourd'hui intégrés, partagés par les collaborateurs, les dirigeants, et que finalement, c'est un peu moins peut-être un sujet que ça ne pouvait l'être en 2020. Donc finalement, cet élément qui est bien sûr incontournable pour faire avancer le sujet dans les entreprises, aujourd'hui, il est un peu plus secondaire. Secondaire par rapport à quoi ? C'est qu'en fait, on est déjà ici dans une seconde étape. Finalement, le constat, le partage de la vision, il est aujourd'hui là. Donc finalement, on est déjà dans une étape qui est quelque part peut-être un peu plus avancée. Et les premières attentes aujourd'hui des dirigeants pour aller plus loin dans la digitalisation, pour favoriser le développement de nouveaux outils, en fait, ils ont
trait surtout à l'adaptation des outils à leurs besoins propres. 80% nous disent que c'est le fait de consulter les collaborateurs en amont pour déterminer leurs besoins sera clé pour favoriser la digitalisation. 79% nous disent que c'est le cas pour le fait de disposer d'outils modifiables, adaptables en fonction des usages, des besoins. Et puis 77% nous disent également que le fait de mettre en place des sessions de formation des collaborateurs aux nouveaux outils est quelque chose qui peut leur être utile pour développer encore et favoriser la digitalisation au sein de leur structure. On s'est intéressé justement de manière aussi très, très pratique à la data et puis au projet de valorisation de la data. C'est un enjeu qu'on sait être clé pour les prochaines années lorsqu'on parle de digitalisation. Et on s'est demandé où on en était en fait dans les entreprises aujourd'hui. Le premier constat, c'est que finalement, il y a 72%, donc une majorité, encore une fois, très large, très confortable de dirigeants d'entreprise qui voient bien déjà de quoi on parle quand on leur parle de projet de valorisation de la data. C'est déjà quand même une première étape qui est en effet assez essentielle. 72%, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on a un travail d'évangélisation ici en matière de data qui a déjà été largement entrepris et qui porte en fait déjà ses fruits. Parmi ces 72%, on voit que 28% des dirigeants d'entreprise déclarent aujourd'hui avoir mis en place ce type de projet au sein de leur entreprise. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait là sur le même étiage. Et puis c'est des projets qui vont être avant tout développés au sein des ETI et des grandes entreprises. Au sein de ces entreprises-là, donc je rappelle 250 salariés et plus, selon des définitions, on a 45% des dirigeants interrogés qui nous disent avoir déjà mis en place un projet qui a trait à la valorisation de la data. Une proportion qui s'élève à 31% quand on resserre la focale sur les structures moyennes, donc 50 à 249 salariés, et puis on tombe à 27% des entreprises entre 10 et 49 salariés. Voilà, vous me direz si pour vous c'est justement un chiffre qui montre déjà vraiment une avancée ou qui est plutôt au contraire peut-être le signe d'un retard qu'il faut rattraper. Et puis en effet, on va peut-être juste quelques chiffres sur le lien entre transition numérique et puis transition environnementale. C'est un focus de cette année. Les résultats étaient vraiment très très intéressants et on s'est justement intéressé dans cette édition à la relation qui est aujourd'hui établie entre transformation digitale et transition écologique aux yeux des dirigeants et des actifs en poste. De manière globale, de manière générale, ce qu'on voit, c'est que l'impact positif des nouvelles technologies sur l'environnement, il est en fait aujourd'hui davantage reconnu par les actifs. Et c'est personnellement un chiffre qui m'a étonnée. En fait, quand on demande aux actifs ou aux dirigeants quel est l'impact du développement des nouvelles technologies selon eux de manière générale sur l'environnement, on voit qu'il y a un impact et qu'il est positif pour 58% des actifs, contre seulement 26% qui jugent que cet impact peut être négatif, alors qu'on n'a que 50% des dirigeants d'entreprise qui partagent le constat, ou en tout cas l'idée, le sentiment d'un impact positif des nouvelles technologies sur l'environnement, pour 32% qui jugent le contraire. Et dans les faits, lorsqu'on demande aux dirigeants d'entreprise est-ce que leur entreprise a pu réduire son empreinte environnementale grâce au développement des nouvelles technologies, de la digitalisation, on voit qu'un dirigeant sur deux, c'est quand même un dirigeant sur deux déjà qui fait ce constat, nous dit que, en effet, c'est le cas, qu'ils ont pu réduire leur empreinte environnementale grâce au digital. Mais on voit que finalement, par rapport aux chiffres qu'on voyait avant sur les bénéfices qu'apporte le digital en termes business, en termes managériaux, etc., que ce soit en soi ou pour son entreprise, le lien finalement entre nouvelles technologies, transition écologique, n'apparaît pas complètement limpide à une partie quand même assez importante des dirigeants d'entreprise, voire peut-être éventuellement l'objet de doutes. Voilà, j'imagine que vous avez des éléments là-dessus de réponse. Enfin, pour terminer, ce qu'on voit finalement ici, et tout en filigrane en fait de l'enquête, c'est que les dirigeants comme les salariés, parce qu'on nous parle souvent de l'accompagnement des salariés pour la RSE, pour la transition écologique, mais les dirigeants également d'entreprises nous semblent devoir aujourd'hui être accompagnés pour faire le lien vraiment entre digital et
transition écologique et pour pouvoir voir de manière vraiment précise de quelle manière la digitalisation peut aujourd'hui être un levier clé dans les stratégies RSE des entreprises. Lorsqu'on demande aux dirigeants des exemples sur ce qu'ils ont pu implémenter dans leur entreprise en termes de RSE, des exemples dans leur stratégie éco-responsable de leur entreprise. Et là, on le fait sans rien mentionner. C'est une question complètement ouverte, à réponse spontanée. On voit que spontanément, on nous parle de gestion des déchets, 32% des dirigeants, d'économie des ressources, surtout économie de papier, ou économie d'énergie également. Donc en fait, tout se passe comme si du chemin quand même reste encore un peu à parcourir pour que la transition écologique fasse l'objet vraiment de stratégies ambitieuses qui vont au-delà finalement des éco-gestes. Il semble qu'on soit encore un peu dans une première étape, en tout cas de la transition environnementale dans les entreprises. Et là, je parle des entreprises de manière générale. Et les actifs, ce qu'ils nous disent, et j'aimerais terminer sur ce chiffre-là, lorsqu'on leur demande est-ce que la digitalisation et le développement des nouvelles technologies rendent leur entreprise plus responsable. Oui, c'est le cas et c'est un constat que partagent 68% des actifs, donc une majorité très large des actifs occupés, nous disent que le lien entre digitalisation et nouvelles et responsabilité est pour eux tout à fait évident. Et ce qu'on voit en fait en filigrane derrière, c'est qu'il y a une véritable attente, et on le voit dans de nombreuses études, et c'est confirmé ici, une véritable attente des actifs français qui souhaitent plus de RSE dans leur entreprise et pour qui la transformation digitale peut apporter des outils, des leviers vraiment efficaces en fait dans cette quête. Voilà, dans l'ordre, si vous ne les connaissez pas déjà, donc le plus à droite, Henri Jouin, président du directeur d'Éolane, fabricant de cartes électroniques. On aura l'occasion de parler aussi de votre activité. À vos côtés, Norman Odara, donc directeur général France d'Inetum, donc notre partenaire aussi ce soir du G9+. Et puis Thierry Peigny, bonsoir, directeur du développement consulting du cabinet d'analyse et de conseil spécialisé CXP Technologie Group. Alors, on va s'appuyer un peu sur quelques chiffres, mais surtout sur les tendances, et puis on reviendra bien entendu sur les chiffres dans un instant, ce que je disais tout à l'heure. Norman, on le répète depuis le début de l'année, l'accélération, on l'a senti, hein, évidemment, l'impact du Covid. Moi d'ailleurs, on y reviendra dessus, mais il y a une question. Je trouve que quand les dirigeants disent que seulement à 27% le digital leur a permis de mieux communiquer, je pense qu'ils ont un peu oublié tout ce qui s'est passé au cours du printemps 2020. En tout cas, dans ce que l'on voit, dans ce que vous voyez, alors chacun d'entre vous, je vais démarrer par Norman, sur les projets digitaux, les projets de transformation, d'accélération numérique, on sent que l'élan est donné, mais comment est-ce qu'on peut juger que ces projets sont des vrais projets de transformation, y compris du business model, et ne sont pas juste de la cosmétique? Voilà, j'ai un peu mis du numérique sur des process qui existaient déjà, j'ai un peu numérisé, j'ai juste mis ma petite couche numérique. Non, comment on peut juger que certains projets sont vraiment allés chercher de nouvelles choses en profondeur? Je dirais que c'est le vrai bénéfice, finalement, s'il y en a eu un de la crise qu'on a vécue. C'est qu'on s'est bien rendu compte qu'à l'aune de ce qui s'est passé, on ne pouvait pas s'arrêter à de la cosmétique. Et la prise de conscience a été véritablement générale. Et nous, on le voit très bien sur le marché, hein, tout simplement. On a une accélération très forte des investissements dans la digitalisation à tous les niveaux, et donc également au niveau des comités exécutifs avec des ambitions très fortes liées à la croissance de l'entreprise, avec finalement trois phénomènes qui se conjuguent. La digitalisation très largement engagée, même pré-Covid. Un phénomène de rattrapage, puisque pendant un an, les entreprises, nos clients ont freiné les projets parce qu'ils voulaient sécuriser tout simplement le maintien en conditions opérationnelles. Donc il a fallu s'adapter et d'abord freiner les projets. Et puis maintenant, à l'aune de cette relance et de tout un tas de facteurs qui sont plutôt positifs dans l'économie mondiale, eh bien,
il réaccélère et réaccélère beaucoup plus fort encore. Donc c'est absolument clair. Et puis pour répondre encore plus précisément, je pense que quand on commence à s'attaquer véritablement au cœur des systèmes d'information, et c'est ce qu'on voit, hein, puisqu'il y a, nous on fait souvent la distinction entre digital et digitalisation. Digital, on cherche à faire des choses qui se voient beaucoup sur le marché, mais comme tu disais, qui n'attaquent pas forcément le cœur de l'activité de l'entreprise. Et puis il y a la digitalisation. Ça veut dire véritablement attaquer le processus, le système d'information legacy et l'emmener vers autre chose. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Juste un exemple, je prends le cloud computing, mais c'est évidemment très clair, je pense que tout le monde pourra le constater. C'est le buzzword d'il y a 10 ans, le cloud computing, voilà. Mais c'est que depuis 2-3 ans qu'on voit une accélération mais majeure, où on repense véritablement les processus, l'innovation, au regard des possibilités qu'offre le cloud aujourd'hui. Comment on fait, Thierry Beignet, quand on est justement PME, ETI, parce que l'étude était autour de ces entreprises, pour justement, quand on est une grande entreprise, ça y est, c'est enclenché, on a les forces vives, on fait appel enfin voilà, on a des partenaires, on a tout un écosystème. Quand on est une ETI ou une PME, c'est un peu plus compliqué, cette transformation numérique. On a subi un peu le télétravail, donc on a un peu compris que le numérique pouvait vraiment s'insérer dans le business model. Mais justement, comment, quand on est une PME, on peut se dire, tiens, je peux changer mon business model, je peux attaquer de nouveaux marchés, je peux partir plus vite à l'international? Alors, il y a différents cas. Il y a celle à qui, finalement, la transformation numérique s'impose, la transformation digitale. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une prise de conscience sur le cosmétique juste avant la Covid. Il y a eu un arrêt, en fait, et une parenthèse pendant cette Covid. Et là, il y a quelque chose qui s'impose, c'est la survie, ou en tout cas la vie de l'entreprise, pour pouvoir ensuite attirer, être attractif et avoir des relations avec le business qui soient sur des indicateurs plutôt verts que plutôt orange ou souffrant vers le rouge. Et puis il y a celles qui ont essayé de transformer en tout cas, et qui ont dégagé à la fois... alors du chiffre d'affaires, c'était un peu difficile pour certains secteurs, mais en tout cas fait des priorités d'investissement pour pouvoir se transformer, parce que après cette pandémie, cette pluie, il y a nécessairement le beau temps, et donc il fallait arriver à quelque chose. On n'allait pas avoir 10 ans ou 20 ans, en tout cas, de pandémie comme ça. L'Organisation mondiale et humaine ayant pour but effectivement de corriger, de soigner tout ça. Donc les entreprises ont fait de même, ces PME et ces ETI qui ont moins de budget que les grandes entreprises, et ont fait des priorités, ont mis quelques bases solides, notamment sur la collaboration, le Digital Workplace par exemple, ou, je ne sais pas si ça marche, ouais, ou la partie collaborative entre les différents salariés, et se sont posé les questions sur certains processus pour améliorer demain. En tout cas, ils ont anticipé certaines réflexions. C'est ce qu'on voit là avec quelques-uns de mes collègues dans le conseil, où là, depuis le mois de juin, on s'aperçoit qu'il y a eu des réflexions qui sont... Enfin, en tout cas, les entreprises qu'on adresse sont plus matures sur la réflexion qu'elles doivent avoir. Soit parce qu'elles ont copié, ou en tout cas elles se sont inspirées de cas précédents ou de cas de grandes entreprises, soit qu'elles se disent effectivement il y a vraiment quelque chose à faire, à transformer sur la partie numérique, mais elles ne savent pas comment y aller, et elles ont préparé en tout cas le terrain pour pouvoir le faire, d'un point de vue conceptuel. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'on gagne beaucoup de temps et on est beaucoup plus agile dans la mise en œuvre des projets. Voilà. Henri Jouin, chez Éolane, ça s'est passé comment là? Rappelez-nous, j'ai dit en 3 mots, fabricant de cartes électroniques, enfin voilà, vous avez beaucoup d'activités chez Éolane. Un mot sur votre activité, et puis nous dire derrière, voilà, comment vous, cette transformation numérique, vous la vivez au sein de votre industrie, enfin vous-même en tant qu'industriel. Oui, donc Éolane, c'est un sous-traitant électronique. Donc on réalise pour le compte de clients des produits finis, intégrant en général beaucoup d'électronique, et ça plutôt dans une logique de petite série.
Donc on a des grands donneurs d'ordre comme Thales, Alstom, etc. Puis des PME et des startups également dans tout le territoire national et international, puisqu'on est présent non seulement en France, mais aussi en Chine, en Estonie et au Maroc. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je pense que la crise... une transformation digitale, c'est d'abord une transformation. Donc il faut un terreau favorable à cette transformation. Et la crise sanitaire qui nous est tombée dessus l'année dernière a vraiment, comment dire, déraciné tout le monde de ses habitudes. Tout était changé. Tout d'un coup, tout était à la fois impossible, mais aussi possible. Donc nous, on a profité, si vous voulez, de ce moment où tous nos effectifs étaient un petit peu déstabilisés quand même, hein, on peut être à moins, pour leur redonner du sens et pour leur redonner une autre façon de faire, et donc qui intégrait bien sûr la digitalisation. On a eu, entre guillemets, la chance d'être l'entreprise qui a eu en charge la fabrication des fameux 10 000 respirateurs artificiels. Donc ça a donné beaucoup de sens à ce métier de sous-traitant, qui est quand même souvent un métier un petit peu ingrat quand même. Hein. Et donc la mobilisation, si vous voulez, de l'entreprise pour s'adapter coûte que coûte et hyper rapidement à une situation hors norme, a montré, si vous voulez, d'abord des besoins de digitalisation, enfin, de télétravail, de télé-choses, mais a mis aussi les gens en situation de les accepter et de les vouloir même. Donc ça, c'était très important. Vous retrouvez dans ce que l'on dit là dans l'étude, quand on voit ces attentes vis-à-vis du digital, entre des dirigeants qui ça y est, ont compris l'importance du digital, ça peut être un levier business, on peut se rapprocher de ses clients, et puis de l'autre côté, les collaborateurs, et là on sent que les collaborateurs qui aussi ont compris l'importance du digital pour eux-mêmes, plus d'autonomie, un levier de performance individuelle, et puis qui sentent que c'est ça qui va pousser l'entreprise, et aujourd'hui on sent ce partage d'une vision. Aujourd'hui, vous le ressentez, vous, en tant que dirigeant ? Je ne suis pas sûr que ce soit une partage d'une vision, mais il se trouve que les deux visions convergent, donc tant mieux, profitons-en. Ouais. Norman, sur ce partage de vision. Non, moi je pense que sur la digitalisation, c'est ce qu'on voit. Je pense qu'on a passé le cap de est-ce qu'il faut faire une transformation, est-ce qu'il ne faut pas en faire une. Je pense que, et ça c'est l'essentiel, c'est-à-dire que maintenant on converge. Les salariés, les dirigeants convergent absolument sur la nécessité permanente de réinventer les façons de faire, d'aller chercher de la performance avec un levier, avec ce levier notamment de la digitalisation qui impacte tous les domaines de l'entreprise. Quand on parle de collaboration, bien sûr, on voit très vite la collaboration, le workplace, la collaboration interne, mais c'est tous les domaines de la vente, tous les domaines de la supply, tous ces sujets-là sont totalement réinventés. Mais ça y est, le sujet de l'awareness est derrière nous, et on en parlera peut-être tout à l'heure sur le green. La courbe de maturité n'est pas au même moment, mais on est sur un terreau extrêmement favorable. C'est-à-dire, quand je lis le digital, donc la question posée aux dirigeants, le digital a permis, alors pour 24%, ils ont indiqué, a permis d'améliorer la chaîne de production et de logistique. C'est encourageant. C'est-à-dire qu'on aurait posé cette question il y a 2 ans, on n'aurait eu que 5% qui auraient dit... disons que je pense que les dirigeants, ils ont tout à fait compris que le digital était un levier absolument nécessaire et important qui pouvait leur faire prendre un pas d'avance sur leur compétition, et que s'ils ratent cette marche, ça sera très difficile de rattraper leur retard. Après, Thierry, est-ce qu'ils y vont suffisamment rapidement, ces dirigeants ? Ah ben ça c'est ça. En fait, la mise en action dépend de 3 vecteurs. En fait, il y a une transformation digitale ou une transformation numérique, puisque c'est le digital, c'est la version anglaise de la partie numérique. C'est est-ce que ça fait du sens pour l'entreprise ? Est-ce que la raison d'être de l'entreprise est en accord avec alors ça peut être l'éthique, ça peut être aussi
la transformation. On verra avec le Green IT. Je pense que tout ça fait partie de la raison d'être, en fait, le sens. Il faut que ça fasse sens avec l'entreprise. Et puis après, derrière, est-ce que ça participe au développement du chiffre d'affaires ou est-ce que ça augmente la marge qu'on est amené à faire? Donc ça dépend fortement de la situation. Est-ce qu'ils y vont assez vite? Comme je disais tout à l'heure, ça dépend du budget et de la trésorerie qu'ils peuvent avoir et des priorités qu'ils peuvent avoir. Certaines, quand même, PME, ETI ont envie d'y aller, ont l'intention d'y aller, mais n'ont pas les moyens et n'ont pas les armées, en tout cas, et les équipes pour pouvoir le faire. On s'aperçoit... C'est une histoire de ressources humaines, beaucoup quand même. Alors, il y a à la fois, pour avoir fait des études aussi avec mes collègues de CXP sur un complémentaire à la vôtre, Norman, il y a effectivement un problème de disponibilité et de compétences sur des entreprises, alors qui sont peut-être pas moins de 250, parce que même dans ces entreprises-là, ça peut être un peu compliqué de dégager du temps. On le voit systématiquement dans chacune des missions, mais dès qu'on est en deçà de 2000, 2500 personnes, c'est compliqué de réserver, parce que chaque fonction, chaque responsabilité est pleinement dévouée en fait à sa fonction. Voilà. Non, je reviendrai sur un autre point. Non, allez-y. Mais la question sur la transformation digitale et la convergence de vision, effectivement, je vous rejoins, Henri. Les salariés et les actionnaires ou les dirigeants n'ont pas la même vision. Par contre, il se trouve que ça converge grandement. Alors, pendant combien de temps, on verra, grandement sur l'intérêt de la souplesse et de l'agilité pour l'individu et le salarié qui est dans l'entreprise. Et évidemment pour l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, soit pour donner plus de sens, soit pour développer davantage de chiffre d'affaires, soit pour augmenter la marge en fait de l'entreprise. C'est souvent ces indicateurs-là qui tirent en fait la transformation digitale. Vous pensez, Henri, qu'en tant que dirigeant d'entreprise, il faut prendre plus de risques parfois lorsqu'on veut être davantage, transformer encore plus rapidement en mettant plus de digital, en s'appuyant davantage sur les data? Toute transformation, c'est un risque. Alors ça peut être un risque ou la seule issue. En l'occurrence, je pense que c'est la seule issue. C'est obligatoire, donc il n'y a pas de question à se poser. À l'inverse, pour répondre à votre question, je pense que les entreprises, nous on fait 300 millions d'euros, on a 2500 personnes. Le faire purement en interne, c'est trop compliqué. Et ça demande une armée bien formée pour le faire pendant le temps de la bataille. Ou de la construction. Nous, de notre côté, et c'est pas pour faire de la publicité à Inetum, mais on a choisi de nous associer avec Inetum pour ce faire, pendant cette période-là. Oui, pour avoir ces compétences. Pour avoir vraiment les moyens. Ah oui, parce qu'on sait, on en parlera un peu là, mais on sait bien qu'aujourd'hui, le sel de tout ça, c'est les bonnes compétences. Oui. Les bonnes méthodes aussi. Et les bonnes méthodes. Et les bonnes méthodes, au niveau de la data aussi, Norman, c'est l'une des enseignements de cette étude. Il y a quelques questions sur ce focus data. Alors tout le monde est persuadé qu'une fois qu'on a bien cartographié ces données, qu'on a bien analysé, ça y est, on va gagner... on va gagner des parts de marché, on va pouvoir inventer de nouveaux business models. Pourtant, visiblement, dans ce que l'on voit en tout cas dans cette étude, la faite avec l'Institut CSA pour Inetum, ça pêche un peu dans l'exécution. Alain Marchal l'a dit tout à l'heure, c'est 40% qui s'y mettent, mais il n'y a que 28% qui vraiment ont lancé des projets. Alors 28%, c'est effectivement le chiffre à l'échelle de la totalité des entreprises. On voit bien que plus l'entreprise est grandit, est grande, plus elle a des moyens et plus elle fait des projets sur ce sujet-là. C'est 45% quand on s'intéresse que aux grandes entreprises. Mais tu disais effectivement, on sait bien qu'une fois qu'on a bien cartographié ces données, qu'on les a bien collectées, qu'on a bien fait tout le travail amont, on va avoir des résultats. Mais en fait, tout le problème est là. Tout le problème est là. C'est de collecter toute cette data, c'est de l'organiser, c'est de la nettoyer, c'est d'organiser la gouvernance de cette donnée, puis c'est de la mettre à disposition ensuite. Et ça, c'est un vrai travail de fond
sur lequel tous les clients ont du mal. Ça nécessite beaucoup d'investissement. Et puis, le deuxième sujet qui est c'est toujours ma courbe de maturité, transformation digitale. On est maintenant post-transformation digitale, c'est pour ça que nous on parle plutôt de flow, de digital flow. Data, la prise de conscience est là, mais c'est quand même un peu moins mature. Et puis sur le green, c'est encore un peu moins mature. Donc, mais ça demande des approches holistiques. Donc c'est pas simplement tiens, j'ai de la donnée là, qu'est-ce que j'en fais? C'est comment je repense tout l'écosystème pour être en mesure de valoriser de la donnée. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est de la techno, mais c'est surtout pas de la techno, c'est aussi du processus, c'est aussi un état d'esprit. Et ça, c'est le plus difficile. Donc oui, on est conscient de là à aller vers des vrais projets très impactants, surtout pour les petites et moyennes entreprises et pour les ETI, c'est un peu plus difficile. Il faut commencer par où alors, Thierry, lorsqu'on travaille sur cette data? La data, c'est le capital, on en a parlé, c'est le capital de l'entreprise. Moi, je distinguerais trois catégories de data. Il y a la data première, brute, le nom, etc. Il y a la data qui est simulée, et puis il y a la data prédictive, en fait. Et dans ces trois catégories, on ne gère pas de la même manière, on ne collecte pas de la même manière, et on ne traite pas de la même manière. On s'aperçoit que commencer par où? Il faut commencer par le début, c'est-à-dire par les données référentes, finalement, qui sont les fondations du capital de l'entreprise, le capital donné, en tout cas, de l'entreprise. Parce que si on n'a pas cette donnée propre, et ces données propres, on s'aperçoit que c'est difficile après pour en faire des simulations ou pour pouvoir prédire, qui est la troisième partie sur laquelle va se greffer finalement l'IA. Et qui peut aider fortement finalement à passer à ces évolutions d'entreprise. Donc il faut commencer par la partie référentielle. Il y a des legacy, comme disait Norman. Il y a des ruines, il y a des choses qui sont faites et qui continuent à vivre avec des mauvaises habitudes, et pour autant, c'est pas parce qu'on met tout un tas de contrôles, on met tout un tas de règles en place, mais malheureusement, dans les PME, dans les ETI, peut-être pas dans les grandes entreprises, mais en tout cas dans les PME, dans les ETI, on en voit un certain nombre avec un capital qui est, pardon, parce qu'on est là sur la partie Green IT, je vais faire un jeu de mots, mais un peu pollué, quoi. Après, sur la partie simulation, une fois qu'on a fait ça, sur la partie simulation, tout ce qui est reporting, tout ce qui est extrapolation est relativement plus facile. Et vient très vite là, le temps du prédictif, avec de l'intelligence cognitive, en tout cas déductive ou autre, avec un certain nombre de logarithmes et d'algorithmes qui vont permettre de pouvoir en déduire soit en termes de conception de produits, soit en termes de simulation de volume marché, soit en termes de travail et d'évolution pour les plus grandes entreprises sur les masses salariales ou sur les compétences qu'il va falloir avoir demain dans 5 ans ou dans 10 ans. Henri, il faut faire attention quand on est un industriel, parce qu'on parle beaucoup d'industrie 4.0 qui va naître avec ces datas. Et quand on est, comme vous, à la tête d'une entreprise, la data, vous en avez énormément, mais savoir laquelle va être la plus pertinente. Moi, je suis un petit peu plus terrien quand même que ce que je viens d'entendre là. Premier souci, c'est déjà la sécurité. Pour moi, la chose première, si vous voulez, c'est d'être sûr que les datas qu'on a n'aillent pas, ne se perdent pas. Bon, après, quand j'entends intelligence artificielle, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis désolé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que une entreprise, surtout historique, elle a beaucoup de données qui ne servent à rien, et que mon premier souci, c'est déjà de nettoyer. C'est la donnée utile. Voilà, c'est la donnée utile. Après, une fois que ces données, on a bien nettoyées, je pense pas qu'elle va s'auto-générer de l'intelligence, mais nettoyons-la d'abord.
Alors, je prendrai vos questions là dans un instant. Passons aussi au volet du green, l'impact du digital sur l'empreinte environnementale. On voit dans cette étude que finalement, Anne-Laure le disait, on reste dans des éco-gestes, on n'est pas complètement... l'impact environnemental du digital n'est pas perçu totalement comme une priorité, Norman, c'est ce qu'on pourrait dire? Non, moi je suis plutôt plus positif Oui. que ça. non, moi sorti de j'imprime moins et je consomme moins, j'éteins ma machine. Bien sûr, ça c'est le est-ce que je vais prendre plus de cloud? Le deuxième sujet. Tout à fait raison. Mais le premier sujet, c'est que 58% il me semble des actifs et 50% des dirigeants voient le digital comme un élément positif pour supporter une démarche éco-responsable, ce qui est pour moi un élément extrêmement positif. Après, effectivement, aujourd'hui, au-delà d'une certaine prise de conscience qui commence à émerger sur les sujets du green et puis de la responsabilité d'entreprise en général, quand on passe à l'action, on ne sait pas trop, et puis on passe essentiellement sur des sujets d'éco-gestes. On met des poubelles pour recycler, on imprime moins de papier, des choses comme ça. Alors oui, il y a encore énormément de choses à faire, mais on est en fait à la veille d'une révolution, mais absolument majeure. Et là, pour le coup, j'ai le sentiment qu'elle arrive quasiment encore plus vite que ce qu'on a vécu dans la digitalisation. Quand on comprend ou quand on se rend compte que même les normes comptables, il y a des gens qui réfléchissent en ce moment à la normalisation de la mesure de la performance économique intégrant les problématiques sociétales, environnementales. Eh bien, on comprend qu'on est à la veille d'une révolution majeure. Quand on sait que des banques, des institutionnels ne vont plus financer une activité dès lors qu'on n'est pas en mesure de montrer l'impact positif sur l'environnement ou la société, c'est un sujet absolument majeur. Henri, sur cet aspect de green, d'être carbone. Deux choses, si vous voulez. Bon, nous, en 2020, grâce à la digitalisation, entre guillemets, beaucoup le télétravail pour cette année-là, on a fait d'énormes économies carbone et euros. On a économisé en voyage, etc. Après, je pense que donc il y a déjà un impact évident. Je pense que l'autre sujet aussi, c'est si on veut être éco-responsable, il faut d'abord éco-mesurer. Et éco-mesurer, c'est forcément digitaliser. Oui. Voilà, donc nous on commence à éco-mesurer. Et quand on commence à connaître sa consommation, on a plutôt tendance à la baisser qu'à l'augmenter. C'est ça, Thierry, hein. C'est avoir de la data, de la traçabilité, avoir cette data pour déjà avoir des indicateurs, des mesures, savoir d'où on part, savoir vers où on veut aller, et puis ensuite il faut des outils adéquats. C'est ça, je vais compléter juste modestement, Henri, ce que vous avez dit. On a identifié nous aussi au sein de nos clients que 3/4, enfin il y avait effectivement cette intention, on sent qu'il va y avoir cette vague qui va arriver, qui va être une vraie révolution, qui va emporter l'économie, après on va la voir, mais il faut la mesurer. Et aujourd'hui, on a noté en questionnant, 3 entreprises sur 4 ne savent pas évaluer finalement la mesure de leurs actions qu'elles peuvent prendre. Alors, et sur l'ensemble de l'entreprise. Donc je suis ravi en tant qu'ancien KPMGien de voir que finalement il y a des normes comptables qui intègrent finalement cette partie. Mais c'est effectivement quelque chose d'important. Au-delà de ça, il y a quand même la volonté. On s'aperçoit que le SI peut quand même aider à améliorer quand il y a des reconceptions qui sont virtualisées, qui sont dématérialisées, dans tous les pans finalement de l'entreprise,
il y a des possibilités où la digitalisation peut aider à diminuer, réduire l'empreinte carbone. On a parlé pour le télétravail, mais on l'a dans le produit, dans le cycle du produit, dans le cycle du client, dans le cycle finance, etc., etc. Quasiment à chacune des étapes pour l'avoir à peu près identifié. Ce serait un peu long pour le faire là, mais en tout cas, on l'a. Et donc, ça va avoir une incidence. Par contre, après, derrière, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs. Ce sont des saisies supplémentaires, ce sont des datas supplémentaires. Et effectivement, cette data, étant le capital de l'entreprise, quand on ne l'a pas, c'est un peu plus difficile. Donc, mais ça va arriver. Je vais me contredire, parce que tout à l'heure, je critiquais un peu l'intelligence artificielle, mais être éco-responsable, c'est d'abord éco-arbitrer. C'est-à-dire ? Parce que, si vous voulez, vous pouvez pas être pur sur tous les niveaux. À un moment donné, il faut quand même bien produire. Si vous voulez, hein. Donc c'est un arbitrage entre les voyages, la consommation du data center, etc. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'arbitrage dans ce domaine par rapport à la stratégie, c'est-à-dire pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, on est dans le stade de l'éco-mesure. D'accord. Vous n'êtes pas encore à quelqu'un qui vient vous présenter un projet, vous dit attention, regardons un peu quels sont les impacts sur l'environnement. Pas d'une manière suffisante à mes yeux. Enfin, c'est encore très intuitif, si vous voulez. C'est pas encore. On n'a pas l'algorithme d'impact global. Norman, c'est ça. Alors les deux sont mêlés. Il y a d'un côté, il faut davantage d'indicateurs. Enfin, le digital va aider à avoir davantage d'indicateurs grâce à la traçabilité. Et de l'autre, on va pouvoir apporter des outils pour justement mieux mesurer et puis du coup proposer des solutions plus économes. Alors les solutions, il y en a plein qui arrivent sur le marché en ce moment. C'est vrai que ce qui manque pour les faire fonctionner, c'est la data. Donc c'est les sondes, c'est ne pas s'en remettre uniquement à des extrapolations, ou à de la saisie manuelle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands éditeurs qui se lancent sur le marché de modules justement de suivi de la consommation, de la réduction des émissions de carbone, mais tout ça est lié à du déclaratif, à de la saisie manuelle. Or, ce qui nous manque maintenant, enfin, le vrai sujet, c'est les capteurs, c'est les sondes, c'est d'être en mesure de relier tout ça à une vraie politique d'entreprise qui va depuis la conception des services et des produits jusqu'à leur mise au rebut, leur recyclage, etc. C'est tout le cycle de vie, donc il faut le penser de façon très, très large. Il faut mesurer à chacun des stades de ce cycle de vie, et donc ça suppose effectivement, encore une fois, beaucoup de collecte. Et puis le deuxième élément qu'on n'a pas abordé, c'est tout ce qu'on... Il y a le Green IT, on va dire, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on a pour que l'IT ait moins d'impact environnemental. Et puis il y a l'IT for Green, c'est tout ce que l'IT va amener en nouvelles possibilités en termes de solutions éco-responsables. Et je prends cet exemple parce qu'il m'a frappé. Ouais. Nous, on a travaillé récemment avec une jeune entreprise au Nigeria qui souhaitait lancer un service pour remplacer des groupes électrogènes par des micro-centrales solaires. Mais en fait, ils avaient la techno, ils savaient ce qu'ils pouvaient tirer de ce service et quels bénéfices ils pouvaient en tirer, mais ils n'avaient aucune solution pour finalement facturer leurs services, pour être en mesure de se donner de l'intelligence dans la prédictibilité de la production de ce sujet-là. Et donc on a travaillé avec eux sur ces sujets-là pour finalement trouver une solution grâce à l'IT qui permet de mettre au potentiel les technos d'énergie renouvelable, sachant qu'il n'y a pas d'énergie verte sans IT. C'est pas possible. Vu le sujet du manque de prédictibilité et du manque de stockage, il faut forcément des solutions, ce qu'on appelle les smart grids. Il faut forcément des réseaux très intelligents et qui embarquent énormément de data et d'intelligence artificielle pour faire fonctionner tout ça.
C'est le moment des questions dans la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester sur ces sujets, que ce soit sur le green. Je vais d'ailleurs demander à Anne-Laure Marchal de nous rejoindre sur scène. Bonjour, Laurence Varlot. En fait, vous avez dit quelque chose qui m'a surpris et personne n'a parlé de la surabondance de données qui fait perdre, outre la multiplication des emails qu'on reçoit, des informations qui sont stockées, qui certes permettent de faire des améliorations, mais font perdre beaucoup de temps aux gens qui ne savent pas s'organiser autour de ces choses-là aujourd'hui. Et est-ce que ce ne serait pas un frein finalement aux effets de la digitalisation ? Le fait qu'on capte plus de données, on envoie plus d'informations aux gens et les gens ne savent pas les trier. Est-ce que je suis claire dans ma question ? Oui, c'est souvent ce qu'on appelle la dark data, quoi. C'est cette non, l'infobésité. Oui, voilà, je suis accusé de mon anglicisme. Norman. Évidemment, je pense qu'on est tous surexposés à beaucoup d'informations. Et au niveau individuel, on a une limite toute bête. Hein. C'est qu'à un moment, on switch, on arrête, et puis on ne traite plus, quoi, hein, tout simplement. Mais c'est précisément là où il y a aussi alors, il y a des règles, je pense, aussi individuelles à s'appliquer. Mais on a parlé d'intelligence artificielle. Moi, je sais que dans les centres de traitement d'appels, dans les centres de traitement de tickets, de problématiques dans l'IT, on avance assez vite sur des solutions d'intelligence artificielle qui sont en mesure de pré-traiter les sujets pour mettre un filtre, en fait, et pour que n'arrive aux hommes qui vont finalement, et aux femmes qui vont traiter les problèmes, que les problèmes les plus on va dire, qui nécessitent un traitement humain. Oui, c'est ça. En fait, la variable d'ajustement, c'est effectivement la personne qui est dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, comme le disait Norman, il y a des solutions qui sont bien avancées. Alors peut-être que ça va arriver, ça va être généralisé à la plupart des entreprises sur le traitement non seulement syntaxique, mais aussi sémantique, finalement, des différents mails. Un peu comme quand vous vous adressez à si vous en avez un robot domotique chez vous. La reconnaissance de la voix, la reconnaissance du mail, l'interprétation, la compréhension, la restitution. Alors parfois, ça fait des erreurs, hein, mais effectivement, il y a un premier filtrage au-delà des règles finalement qu'il peut y avoir dans les entreprises. Et certaines entreprises les mettent en place avec plus ou moins de facilité et de complexité, mais parfois il y a des règles de gestion pour s'autodiscipliner. C'est-à-dire que la variable d'ajustement devienne finalement un acteur et plus un actant des mails. Autre question. Oui, monsieur, au fond. Alors, on vous donne le micro. Première question sur le métaverse. Quel pourrait être l'impact sur les entreprises ? Comment vous nous le décrivez ? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une antinomie entre les attentes de rentabilité d'un actionnaire et la transformation vers le green, la data, etc. Donc comment vous voyez cette ambiguïté ? Alors sur le métaverse. Donc Je pense que Thierry est très sachant sur le métaverse. J'allais te laisser la place, en fait. Donc on le rappelle. Mais ok, je la prends. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voilà, métaverse, c'est ce deuxième univers numérique où on va, mettons, je prends l'exemple le plus flagrant, vous êtes en entreprise, vous êtes dans une conférence Teams, Zoom et tout ça, bien c'est pas vous qui allez être dans la conférence, c'est votre photo, votre avatar. Et donc, vous allez pouvoir le faire vivre. Et le métavers, c'est ensuite d'avoir une vie. On pourrait tous être en avatar ici. On aura un écran. On serait devant notre écran. On verrait tous ceux qui parlent. Donc voilà. Donc c'est ce vers quoi veut aller aujourd'hui Mark Zuckerberg. Mais ils sont tous en train d'emboîter le pas. Alors certains, les plus anciens, ont connu Second Life. Voilà. C'est ça. Il y avait Second Life à l'époque, qui n'a pas été un grand succès. Il existe encore aujourd'hui, mais qui n'a pas été un grand succès. Bon, derrière, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, avec les casques de réalité virtuelle, il y a peut-être des choses qui vont se faire. Mais en tout cas, oui, ça va faire encore plus de data.
Alors, très rapidement, parce que je ne suis pas un expert sur la partie métaverse, mais je m'y suis intéressé depuis qu'il y a eu les annonces. J'ai regardé quelques articles. Effectivement, c'est ce que vous décrivez, en fait, Frédéric, c'est la perméabilité entre le monde réel et le monde virtuel. Alors, visiblement, ça peut ouvrir plein de choses. Second Life a été une tentative, mais il y avait une imperméabilité entre ces deux univers. On s'aperçoit, par exemple, que quand on fait une réunion en visioconférence, pour faire simple, on transpose son image et ses différentes créations, ses différentes productions en virtuel, et on les partage. Demain, même aujourd'hui d'ailleurs, ça peut être des prototypes industriels qui peuvent être échangés on les tourne, ça peut être aussi une opération médicale, ou en tout cas une répétition avant l'opération médicale sur un certain nombre d'actions. Donc on voit qu'on peut avoir sur l'écran quelque chose de réel qu'on prototype et qu'on essaie au préalable. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Je pense que le fondateur va beaucoup plus loin et beaucoup plus génial que moi, et donc a probablement des idées de service et des idées de perméabilité entre ce monde virtuel et ce monde réel. Il me semble que derrière l'idée de méta, au-delà de l'aspect virtuel, parce que c'est des technos, effectivement, il y a l'idée d'offrir un monde totalement intégré, c'est-à-dire dans lequel vous allez réaliser la totalité de vos transactions à l'intérieur de l'univers méta, Facebook. Les Chinois, ils ont déjà ça quelque part, sans la réalité virtuelle, mais lorsque vous êtes dans l'univers WeChat, vous êtes totalement pris en charge, que ce soit pour faire une transaction, que ce soit pour votre assurance, que ce soit pour votre rating social, etc. Enfin, tout est pris en charge dans un seul univers. Aujourd'hui, chez les GAFAM, il y a quand même une certaine disparité. Et si Meta arrive à faire à remplir son objectif stratégique, elle sera en mesure de proposer un univers, mais totalement intégré. Alors, il faudra voir si le régulateur ou les régulateurs le laissent avancer. Moi, j'ai quelques doutes sur le sujet. Et alors, la deuxième question était dans l'autre partie de notre... alors, celle-ci, elle me tient un peu à cœur. Est-ce que les actionnaires sont prêts à ce que l'entreprise investisse davantage, court des risques, en investissant davantage dans le green? La transition... Et quelle ambiguïté? Parce que c'était la question entre l'ambiguïté de la virtualisation et la rentabilité, si c'est bien ce que j'ai compris. Alors en fait, moi je pense que la convergence va devenir de plus en plus importante, elle va s'imposer. On parlait tout à l'heure du digital qui s'impose. Je pense que ce sujet-là, en fait, il va s'imposer. Et il y a un exemple qui est célèbre, c'est BlackRock, un fonds qui est présent dans énormément d'entreprises dans le monde, et qui a intégré, et qui était le champion, qui était connu pour être le champion, c'est Larry Fink, il me semble, le patron, qui était le champion du court terme, champion de la rentabilité court terme. C'était pas un bon samaritain. Et il a, du jour au lendemain, imposé à l'ensemble des CEO qu'il contrôle, au regard de ses investissements, d'intégrer dans leur feuille de route des critères ESG. Et voilà. Et en fait, le sujet, c'est pas est-ce que on a une conscience écologique importante, etc. Même s'il faut, évidemment, il faut s'y pencher, à mon sens. C'est tout simplement qu'on pourra plus faire du business sans ça. Et puis il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, les entreprises qui ont intégré ces sujets dans leur gouvernance et dans leurs objectifs ont des capitalisations et des résultats qui sont plus importantes que les autres. Donc finalement, il va y avoir convergence. Après, la transition, elle coûte de l'argent. Et c'est toujours le sujet de l'investissement. Oui, pour financer tout ça, il y a deux choses que vous pouvez regarder. C'est l'AMF qui a sorti ça en 2019. Il y a deux articles qui s'appellent 8 et 9.
Et aujourd'hui, les projets que doivent financer les établissements financiers doivent répondre à ces articles 8 et 9. Alors le premier, c'est pour financer des projets développement durable. Et le deuxième, c'est ils ne peuvent que financer des projets qui ont un impact carbone neutre. Et donc aujourd'hui, ça va être quasi obligatoire. Deuxième chose, on voit aussi dans beaucoup d'entreprises des dirigeants qui ont sur leur... ils ont des primes sur... je grossis le trait, mais c'est ça. Ils ont des primes sur le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc. Mais aujourd'hui, ils ont aussi des primes sur le respect des critères ESG. Et donc ça les pousse forcément à aller vers ces stratégies-là. Oui. Hop, on va vous emmener le micro juste après le pilier. Là, s'il vous plaît, levez la main encore une fois. Voilà. Ouais. Allez-y, on vous entend. Bonsoir, oui, c'est bon. Thierry Robert, merci pour tout ce que vous avez déjà partagé. Je reste sur le côté environnemental et je vais faire un parallèle avec l'énergie. On a développé des énergies vertes aujourd'hui qui continuent à se développer. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que la consommation d'énergie n'a jamais été aussi importante, la consommation d'énergie fossile n'a jamais été aussi importante. Donc les proportions changent, mais finalement, on est quand même sur une belle courbe ascensionnelle. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de se préparer à la même chose avec la data, avec le digital, qui apporte de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, les mondes tels que Zuckerberg veut créer? Est-ce qu'on n'est pas en train de se mentir d'une certaine manière en imaginant qu'on est en train de faire du vert, alors que finalement on est en train de développer de nouvelles pratiques qui vont être encore plus consommatrices que ce qu'on avait l'habitude de faire avant qu'on ait toutes ces petites choses, etc. Et on dit qu'aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le trafic aérien, c'est 2%. Et je crois que rien que les data centers, c'est la même chose que le trafic aérien. C'est même pas que je crois, j'ai vu ça sur les études. C'est 2%. Tous les data centers mondiaux. Et ils consomment d'ailleurs, en électricité, ils consomment autant que la France. On est aux alentours de 416, 420 terawatts. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai, évidemment, mais le rapport de croissance entre les data, on est sur un 1 à 10 entre la consommation d'électricité et l'augmentation de l'usage des données et des data centers. Donc en fait, on a fait énormément de progrès sur les 10 dernières années sur la consommation électrique dans les data centers notamment. Sur ce sujet-là, à mon sens, il y a la COP26 en cours, mais il y a une deuxième actualité, c'est la fameuse loi là, qui a été adoptée au Sénat. Et moi, je pense qu'ils sont exactement sur le bon sujet, sur les équipements. Parce qu'en fait, plus que les data centers, plus que les réseaux et les flux de données, 60% de l'impact environnemental de l'IT se trouve sur les équipements. Et 65%. Et sur les 65%, 60% c'est à la fabrication. Donc le sujet de l'augmentation de la durée de vie des équipements, le sujet de l'éco-conception logicielle pour qu'il n'y ait pas besoin de changer de téléphone tous les 18 mois parce que tout simplement ce qu'on pose dessus consomme plus de ressources informatiques, c'est véritablement là où il faut pouvoir agir pour réduire l'impact de l'IT en général, même s'il faut continuer à faire des progrès sur les data centers et sur les flux, les réseaux, etc. Oui, en 10 ans, on a divisé par 9 l'énergie dont on avait besoin pour stocker 1 teraoctet de données. Voilà, on a réduit. Maintenant, il y a le sujet de la croissance. Hein. Alors après, on rentre dans le débat de la décroissance ou de la croissance. Jean-François ? La question terre à terre, c'est plutôt pour Anne-Laure par rapport à l'enquête. Donc un des sujets importants, un des enseignements importants de l'enquête, c'est la meilleure convergence entre ce que pensent les actifs et ce que pensent les dirigeants. Est-ce que dans l'enquête, on a une idée des raisons pour lesquelles c'est comme ça? En d'autres termes, est-ce qu'on peut identifier ce qui a été fait
Est-ce qu'il y a eu des outils? Est-ce qu'il y a eu des concertations? Est-ce qu'il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées dans l'entreprise pour que d'une année sur l'autre, ça se passe comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste un constat et on ne sait pas très bien pourquoi, enfin, à part l'histoire du Covid, évidemment, qui a obligé tout le monde à se remettre en cause. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a eu des volontarismes qui sont apparus au printemps, à l'été 2020 et qui ont fait qu'on est sur cette situation? Alors, mis à part le Covid a quand même beaucoup impacté, changé énormément de choses. Et en effet, quand on pose dans l'étude la question du télétravail, quelle est la pratique du télétravail, etc., on voit bien qu'en effet, c'est absolument encore massif. C'est pour ça que je parlais d'une pérennisation aussi de tous ces outils. C'est là, en fait, la principale raison pour laquelle les actifs, ils vont d'abord voir, en effet, ce que eux voient des outils digitaux en premier lieu, c'est-à-dire leur poste de travail et leurs outils, bien sûr, de travail. On peut pas, ici, on n'a pas des chiffres, on n'a pas posé des questions sur est-ce que vous avez mené spécifiquement des consultations, etc. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une attente vraiment forte, justement, de la consultation des salariés, de l'adaptation aux besoins, etc. Et cette attente, elle est vraiment majeure et donc elle pousse plutôt à dire que ça n'est pas encore fait et qu'il faut plutôt pousser là-dessus sur cette adaptation vraiment forte des outils aux besoins spécifiques de l'entreprise. Oui, si je peux me permettre, par rapport à ça, il y a aussi la force finalement de la société digitale. Chaque salarié est un observatoire d'un écosystème numérique. C'est-à-dire qu'il est salarié, il a un certain nombre d'applications et d'utilisations dans son entreprise par rapport à ses différents tiers, par rapport à ses clients, par rapport à ses collègues. Mais sa vie ne s'arrête pas là et il y a une perméabilité de plus en plus entre la partie professionnelle et la partie domestique, même si il faut faire un petit peu attention, il y a quelques règles et on a tous dans notre poche au moins 100, 150 applications, enfin en tout cas un certain nombre d'applications qui nous font voir aussi, qui nous ouvrent les yeux sur d'autres manières de faire. Donc je vous rejoins sur le fait que la Covid a accéléré ça et a accéléré finalement cette vie professionnelle et quotidienne avec un nombre d'applications qui étaient à la fois professionnelles mais aussi domotiques. Donc ce vent-là, la société digitale a pris le pouvoir et alors poussée par des industries technologiques innovantes, mais aussi avec des communautés qui ont suivi et qui ont pris le pas. Et donc c'est ce cercle, je ne sais pas s'il est vertueux, mais en tout cas c'est ce cycle-là qui a emmené cette économie digitale sans frein, et peut-être que la croissance finalement des volumes sera sans commune mesure avec d'autres croissances importantes. Ouais. Alors, une dernière question, une autre question. Une dernière question sur l'aspect green, environnemental. A-t-on une mesure précise de l'impact de cette transformation digitale sur les besoins en ressources naturelles et les conséquences qu'elles entraînent, notamment sur des minerais précieux ou rares? Une mesure précise, moi, j'en ai pas. Après, on sait, ce que je disais j'ai un chiffre à partager. Effectivement, c'est sur les équipements. Oui. On y revient toujours. Pour faire, j'ai en tête qu'il faut, pour faire un serveur qui pèse 5 kg, il faut extraire 3 tonnes, 2800 kg de matière pour pouvoir le construire. Et pour les extraire, il faut encore dépenser un certain nombre de gaz à effet de serre. Donc ça a un impact. C'est une évidence que de le dire. Maintenant, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que on est en train de s'engager massivement dans la mesure et la réduction de cet impact. Et même les fabricants de data centers aujourd'hui travaillent beaucoup sur la réutilisation. On a entendu les grands hyperscalers, les Google, Amazon,
retravaille sur du reconditionnement, je parlais de reconditionnement tout à l'heure, mais reconditionner même les minerais rares dans leur propre serveur pour reconditionner de nouvelles machines, parce que c'est ça, hein. Rien qu'un PC, c'est 400 kg de matière combustible chimique, c'est 200 kg de minerais rares, et c'est en eau, je ne sais plus combien c'est, de litres d'eau, voilà, pour fabriquer un PC. Donc voilà, ça consomme quand même quelques ressources. Merci. Norman, juste le mot de la fin, en remerciant Inetum, Genopus. Remercier tout le monde, remercier Jean-François pour l'organisation de cette conférence. On espère que ça aura apporté des éclairages intéressants. Le baromètre, il a vocation à avoir une réédition tous les ans. L'idée pour nous, c'est de mettre à disposition de tout l'écosystème de la donnée pour éclairer et agir également. Merci et merci à nos